pain en Côte d'Ivoire, cette denrée connaît souvent des modes de fabrication et de distribution qui laissent à désirer. On en parle ce soir. Enfin, 13 novembre 1907, décollage du premier hélicoptère dans le nord-ouest de la France. C'est une invention de l'aviateur français Paul Cornu. Bienvenue, bonsoir à tous. Le pain est beaucoup consommé en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les règles d'hygiène ne sont pas souvent respectées dans certaines boulangeries lors de la préparation ou la distribution de cette denrée. Alors, quel impact sur la santé des populations? C'est un reportage de Dangui Dangui. Livraison de pain au carrefour d'Autré dans la commune d'Abobo. Du pain ainsi manipulé par des mains nues, puis exposé à la poussière, avant de servir de terrain de jeu aux mouches venues des eaux usées et des ordures juste à côté, en attendant l'arrivée des clients. C'est pas bien protégé. Les jeunes filles manipulent le pain, ça tombe et ramasse, la sueur dessus. Tout cela fait que le pain n'est pas bien conservé. C'est vrai qu'il y a du sachet dans le plastique, mais c'est exposé, c'est pas aussi intéressant. Et derrière, même où elles vendent aussi, vous voyez que derrière aussi, c'est pas hygiénique derrière. Donc ça arrive aussi. Ici comme ailleurs en Côte d'Ivoire, les vendeuses de pain ne prennent visiblement pas de précautions spéciales dans leur relation avec cette denrée alimentaire réputée sensible. Et elles ne manquent pas d'arguments. Nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. On sait que le pain, on ne le lave plus avant de le manger. Il devait être entretenu. Ces pains-là, on peut les couvrir avec des sachets transparents. Si on les couvre, quand le client qui vient, il touche, il dit c'est trop mou, c'est du pain d'hier. Ça, c'est pas le pain d'aujourd'hui. On ne le veut pas. Donc le client ne nous encourage pas à protéger. Voilà pourquoi on laisse ouvert maintenant. Si moi j'ai protégé pour moi aujourd'hui, que ça n'a pas été payé, demain je ne protège plus parce que c'est quand les clients voient ouvert là qu'ils peuvent payer. Donc moi je laisse ça comme ça. Ces arguments ne tiennent pas debout selon certaines organisations de la filière. Elles multiplient d'ailleurs les croisades contre ces manières peu hygiéniques de vendre le pain. Le ministre veut que nous améliorons notre manière de transporter le pain. Nous appelons aussi les revendeuses, les femmes qui exposent le pain à même le sol, qui exposent le pain au contact bien avec l'air. Nous les demandons de trouver les moyens adéquats pour pouvoir présenter le pain aux consommateurs. Quand le pain est exposé de telle façon, il y a des risques de contamination. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui tous les acteurs de la filière boulangerie à s'unir autour de nous pour qu'ensemble nous sensibilisons nos parents à tous ceux qui interviennent dans la filière pour une filière de boulangerie forte en Côte d'Ivoire. Distribué et vendu dans ces conditions, le pain peut être une menace pour la santé des populations, selon les experts. On peut faire le choléra à partir de la mauvaise conservation du pain. On peut faire la fièvre typhoïde à partir de la mauvaise conservation du pain. Et puis, on peut recevoir peut-être des germes qui ont été laissés par une mouche, par exemple. Le conseil que je peux donner, c'est à deux catégories de personnes. Ceux même qui vendent le pain doivent se laver régulièrement les mains avec du savon. Ils doivent protéger le pain avec des plastiques transparents. Maintenant, ceux qui le payent doivent tenir compte de l'environnement. Est-ce que le lieu où le pain là est déposé est rassurant? S'il y a la poussière, ce n'est pas prudent de le payer. Rappelons que la distribution du pain tel que nous venons de le voir est interdite par l'arrêté numéro 37 du 1er juillet 2014 portant organisation de la distribution et de la vente du pain. Arrêté qui n'est visiblement pas respecté au vu et au su de tous. Culture avec l'édition 2017 du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. L'écrivain malgache Johari Ravaloson a été récompensé pour son œuvre intitulée Vol à vif. Le visage du lauréat du prix Ivoire 2017 pour la littérature africaine d'expression francophone est désormais connu. Sur 6 finalistes, le malgache Johari Ravaloson a séduit les membres du jury par la qualité de ses écrits et la pertinence de sa thématique avec son roman Vol à vif. Je suis vraiment ravi de recevoir ce prix, d'être accepté comme membre de la grande famille africaine. Pour moi, c'est très très important. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone a 10 ans. Un 10e anniversaire célébré
sous l'ombre de l'écrivaine Regina Yaou, invitée d'honneur pour cette édition, décédée quelques jours auparavant. L'émotion m'étreint par la disparition subite de Regina Yaou, qui était mon invitée d'honneur pour cette 10e édition. Je n'aurais pas aimé qu'on soit triste, et c'est pourquoi, avec l'ensemble des acteurs du livre ici présents, vous avez vu que la chaîne du livre était entièrement représentée, avec même la présence de libraires francophones. Je voudrais lui rendre à elle, précisément à Regina Yaou, un hommage mérité. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est réjoui de la bonne santé de la littérature en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, parrain de la cérémonie, a félicité Aquabaculture pour la qualité de son travail dans la promotion du livre sur le continent. Chaque 10 ans, il faut innover, il faut changer, il faut prendre, comme on dit, un nouveau départ. Saisir aussi toute nouvelle opportunité. Et c'est pourquoi la naissance du prix Horizon, innovation majeure apportée au cours de la présente édition, est de bon augure. La première édition de ce prix a été décernée à Essie Kelly avec son ouvrage L'attitude féminine, un recueil de nouvelles. Elle a empoché la somme de 500 000 francs CFA. Une des précisions de Issa Yeo. Coup dur pour la Côte d'Ivoire, les éléphants footballeurs ne vont pas participer à la Coupe du Monde 2018 en Russie, récemment battus 2-0 par les Lions de l'Atlas. Nos pachydermes sont privés d'une 4e participation consécutive à un mondial. Au moins 350 morts et plus de 4000 blessés hier dans le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran. Ces bilans sont provisoires et ne cessent d'augmenter. Les secours s'activent pour trouver d'éventuels survivants. La guerre fait rage en Syrie et les populations vivent un calvaire. Dans la Ghouta orientale, zone assiégée près de Damas, la capitale, elles meurent de faim, faute de convois humanitaires. Dans cette salle d'opération improvisée près de Damas, ces 2 chirurgiens terminent une intervention. Mais au lieu de jeter leurs gants tachés de sang, ils doivent les laver et les stériliser à nouveau. Dans la Ghouta orientale assiégée, la pénurie de matériel médical impose aux médecins de réutiliser les gants, les tubes nasogastriques et même les fils des points de suture. Dans ce centre médical de la Ghouta orientale, nous réalisons des gestes que nous préférerions ne pas faire d'un point de vue médical. Nous stérilisons la majorité du matériel comme les gants des opérations, les tubes, les scalpels, les fils de suture, même s'ils ne dépassent pas 1 centimètre. Et nous les réutilisons tout en étant conscients que ça ne devrait être utilisé que pour un seul patient. Une fois lavé, le matériel est trempé pendant plusieurs heures dans un liquide de stérilisation. Dans une pièce voisine, les gants sont couverts de poudre désinfectante et stockés hermétiquement avant réutilisation. Une situation causée par le siège sévère imposé par le régime syrien sur la Ghouta orientale depuis 2013. Ici, des volontaires d'une organisation locale tissent leurs propres compresses pour les opérations. Nous avons une petite machine à tisser. On fait venir le fil et on tisse nous-mêmes les bandages. On ne produit pas en grande quantité. On fait ce qu'on peut pour compenser cette situation dans laquelle nous vivons. Au sous-sol, ils préparent également des compléments alimentaires pour les bébés, car l'aide humanitaire n'est pas suffisante. Plus de 1100 enfants souffrent de malnutrition dans la Ghouta et au moins 2 sont morts ces dernières semaines. Dans son appartement vide, Suzanne réchauffe un mélange de riz en poudre et d'eau pour nourrir sa fille. Le riz ne lui suffit pas. La quantité pour un mois entier ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce riz? Elle a 9 mois. On attend longtemps pour la nourrir et ensuite le riz ne lui dure que 3 jours et on n'a plus rien à lui donner. Ni lait, ni fruits. Les quelques médecins restants doivent faire avec ce qu'ils ont sous la main face aux pénuries
En octobre, c'est avec les conseils d'un spécialiste présent par vidéoconférence que cet enfant a pu être opéré de l'œsophage, mais il est mort 48 heures plus tard d'une complication médicale. 2 ans après, la France commémore les attentats de Paris. Le président français Emmanuel Macron ainsi que plusieurs personnalités se sont rendus sur chaque lieu touché par les attaques revendiquées par l'État islamique. Les tueries de Paris ont fait 130 morts et 350 blessés le 13 novembre 2015. Enfin, 13 novembre 1907, dans le nord-ouest de la France, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, un hélicoptère a effectué son premier vol libre. L'engin est muni d'une selle, de 4 roues de vélo et de 2 hélices. Aux commandes, l'inventeur français Paul Cornu. Les explications de Thomas Guessambi. Le 13 novembre 1907, à Coquainvilliers, près de Lisieux, Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord d'un hélicoptère. Ce jour-là, il atteint l'altitude d'1,50 m en vol vertical libre. Une invention qui vient de loin. Le mot hélicoptère a été forgé en 1861 par le vicomte Panton d'Amécourt à partir du grec hélix qui signifie spirale et ptéron qui signifie aile. Mais 4 siècles plus tôt, Léonard de Vinci en avait déjà pressenti le concept, à en juger par certains de ses croquis. La première aile tournante sera cependant conçue par Louis Breguet, un jeune industriel de 27 ans. Il s'inspire non de Léonard de Vinci, mais de Jules Verne, qui évoque cette technique dans le roman de science-fiction Robur le Conquérant. L'ingénieur Louis Breguet, co-inventeur de l'hélicoptère, est considéré comme le père de l'aviation scientifique. Le 29 septembre 1907, il fait un premier essai dans la cour de son usine à Douai avec son ami le professeur Charles Richet. L'appareil baptisé Gyroplane numéro 1, doté de 4 voilures tournantes de 8,10 m de diamètre et d'un moteur de 50 chevaux, atteint non sans mal l'altitude vertigineuse de 1,50 m, mais 4 techniciens ont soin de le maintenir en équilibre, ce qui altère la portée de l'exploit. 3 semaines plus tard arrive le tour de Paul Cornu, un simple mécanicien à la tête d'une petite entreprise normande. Son engin a une envergure de plus de 6 mètres. Il comporte à chaque extrémité un rotor ou hélice avec de grandes pales horizontales recouvertes de soie et 6 mètres de diamètre. Ces rotors sont entraînés par un moteur de 24 chevaux. Après plusieurs essais, l'engin se lève à 1,50 m au-dessus du sol en vol vertical libre avec son pilote, sans personne au sol pour le maintenir en équilibre. L'exploit marque la véritable naissance de l'hélicoptère. L'année suivante, Louis Breguet récidive avec Gyroplane 2 qui a l'avantage de pouvoir se diriger grâce à une voilure fixe, planante et 2 rotors inclinés sur l'avant. Mais l'engin est peu après détruit dans son hangar par une tempête. C'est seulement à la fin des années 1920 qu'un ingénieur espagnol, Juan de Servia, apporte une amélioration décisive en introduisant les pannes articulées et le vol contrôlé. Merci de nous avoir suivis.